Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pourquoi rédiger un ouvrage sur les inscriptions commémoratives parisiennes? Pertinente question à laquelle je m'empresse de répondre. Mais dites-moi d'abord, cher lecteur, avez-vous souvent eu la curiosité de lever le nez au niveau du premier étage des maisons où se trouvent en général apposées la plupart des plaques? On n'y pense pas, tout simplement. Quand par hasard l'œil est attiré par une telle inscription, qui de nous s'arrête pour la lire à loisir? On a des tâches bien plus urgentes à remplir, n'est-ce pas? Puis qui, ayant lu un nom célèbre ou le souvenir d'un lieu historique, cherche à en savoir davantage, ouvre un dictionnaire, lit une biographie ou consulte Google? Le fait est plus rare qu'on ne l'imagine. Disons encore qu'après être passé plusieurs fois devant la même plaque, on n'y prête plus attention. Elle fait partie du paysage quotidien, tout comme les boutiques ou les arbres du square. À la défense du curieux, cependant, ajoutons que certaines inscriptions sont aujourd'hui tellement énigmatiques en raison de leur dégradation, qu'il faut de longues et patientes lectures pour déchiffrer le message. Il en est des inscriptions comme des hommes. On ne sait trop pourquoi telle personne bénéficie de 2 ou 3 plaques commémoratives, d'une statue, parfois 2, et d'une rue à son nom, alors que bien d'autres auraient pu prétendre aux mêmes honneurs. Ainsi Jeanne d'Arc cumule-t-elle inscriptions, monuments et rues, tandis qu'Henri Becquerel, père de la radioactivité et prix Nobel 1903, n'a eu droit qu'à une plaque, et encore est-elle cachée dans le feuillage du jardin des plantes. Hasard, disent certains. En réalité, cela dépend du cercle plus ou moins influent qui s'est formé autour d'une personnalité, et qui travaille avec persévérance à maintenir vivant le souvenir d'un savant, d'un artiste ou d'un héros. Ces plaques pérennisent en quelque sorte l'action d'hommes ou de femmes d'exception. Combien d'entre eux connaît-on vraiment? Leur nom peut-être, mais leur vie, leur carrière et leurs œuvres? Voir et retrouver les inscriptions n'est pas toujours chose aisée. Leur couleur et leur emplacement n'attirent pas spontanément le regard. Les intempéries en ont rongé plus d'une, les chutes et les démolitions en ont fait disparaître un certain nombre, enfin d'autres n'ont jamais été apposées, et parmi celles qui restent, plus de 1600, il a fallu opérer un choix que nous croyons le plus objectif possible. Mais y a-t-il vraiment un choix objectif? De plus, on distingue 3 sortes de plaques commémoratives à Paris. Celles qui ont été apposées par la ville même, frappées de ses armes et qui rappellent des personnes, des lieux ou des faits historiques. De petites plaques noires montées sur un support récemment installé et qui jouent un rôle semblable. Enfin, des inscriptions gravées dans la pierre ou le métal retraçant brièvement les mérites d'un personnage. Ces dernières seules ou presque ont fait l'objet de nos recherches. De tout temps, les hommes qui voulaient conserver d'une personne, d'un fait ou d'une institution un souvenir impérissable, l'ont gravé dans la pierre. Dans l'Antiquité, qui ne connaît le code d'Hammurabi, vers 1760 AV. J.C. ou les tables de la loi de Moïse, 13e siècle AV. J.C. C'est aussi sans compter avec les milliers de stèles funéraires ou autres qui encombrent les salles de nos musées. La mode ne s'est point perdue. Aujourd'hui encore, statues et inscriptions ornent les places de nos villes et nos cimetières. Et le moindre village a fait élever un monument à la gloire de ses héros, afin que leurs noms ne périssent pas dans la mémoire collective. Qui célèbre-t-on d'habitude par l'apposition d'une inscription? Au même titre qu'un monument ou une statue, la plaque rappelle, mais d'une façon plus modeste, les mérites exceptionnels d'une personne. Elle conserve parfois aussi le souvenir d'un lieu historique, la Bastille par exemple, ou même de commodités nouvelles, eau et gaz à tous les étages, proclame fièrement une plaque. Comme nous nous sommes limités à Paris intramuros, il nous est vite apparu qu'il fallait faire un choix, car certaines inscriptions commémoratives offraient peu d'intérêt, d'autres ne faisaient que répéter le même message. Nous n'avons gardé pour cet ouvrage qu'un certain nombre de celles qui rappelaient le souvenir d'une personne ayant acquis une place éminente dans les domaines des sciences, des arts, des lettres ou de l'histoire, quelques souvenirs retraçant des événements importants et enfin de hauts lieux chargés de réminiscences, la Bastille. Notre ouvrage ne vise pas au relevé systématique de toutes les inscriptions parisiennes mais à en montrer leur diversité, encore que celles-ci soient inégalement réparties dans la ville. Les arrondissements centraux, les plus anciens de la capitale, en possèdent davantage que les périphériques, agrégés à la cité après 1860. En revanche, ces derniers comptent un grand nombre de plaques rappelant le nom de martyrs de la Seconde Guerre mondiale, déportés, fusillés, morts face à l'ennemi, etc.
Pourquoi donc toutes ces plaques commémoratives ? Cela tient sans doute au fait que les Parisiens, fiers de leur métropole et de leur prééminence, ont voulu marquer plus qu'ailleurs leur importance dans l'histoire ou le domaine culturel. Et souvenez-vous que si Paris est surnommée la ville lumière, c'est grâce au talent, au courage et au dévouement de ces femmes et de ces hommes. Pour illustrer les textes d'une façon moins conventionnelle, nous nous sommes tournés vers les monuments publics, églises, fontaines, statues, bustes, les cimetières qui sont de vrais musées pour lesquels les plus grands artistes ont été sollicités, enfin les entreprises qui conservent tableaux et bronzes. Ceci amènera sans doute le curieux à regarder ces œuvres d'art d'un œil nouveau. De plus, ces plaques nous semblent partager davantage notre quotidien parce que plus proches et plus visibles que celles qui ornent nos nécropoles. Elles sont parfois doublées du nom d'une rue, d'un square, d'une statue ou d'une station de métro. Nous prononçons ces noms tous les jours et ils nous sont familiers. Parmentier, Victor Hugo, Jean Jaurès, Alexandre Dumas, Racine, Gambetta, Voltaire, Cardinal Lemoine, Émile Zola, Léon Blum. Savons-nous toujours qui ils étaient ? Et ce qu'ils ont fait pour leurs concitoyens et pour l'humanité ? Voilà pourquoi les autorités municipales seraient bien inspirées, en accord avec les propriétaires de locaux ornés de plaques commémoratives, de procéder au nettoyage fréquent de ces stèles et d'en raviver les couleurs de façon qu'elles restent toujours lisibles pour tous, au même titre que pour les autres monuments de la capitale. Ce serait d'abord un hommage envers celles et ceux que l'on veut honorer, et ensuite une courtoisie envers ceux qui ont apposé ces marbres. Les plaques commémoratives peuvent devenir également de vrais jeux de piste. Pensez qu'Honoré Balzac ou Victor Hugo ont déménagé plusieurs fois dans la capitale, au gré de leurs caprices ou de leurs travaux. Il est toujours agréable sinon instructif de connaître leur nouveau milieu, et de découvrir ce qu'il en reste aujourd'hui. L'astérisque indique que la biographie du personnage ou l'histoire d'un lieu ont trouvé place dans l'ouvrage. Marcel Achard, 1899 à 1974. 8 rue de Courty 7e. Digne successeur de Sacha Guitry dans le genre particulier du théâtre de boulevard, Marcel Achard naquit le 5 juillet 1899 à Sainte-Foy-les-Lyons. De son vrai nom Marcel Augustin Ferréol, après avoir été instituteur, placier en papier carbone, souffleur au théâtre du Vieux-Colombier et journaliste, il se fit remarquer par Lugnepo qui joua sa pièce La Messe Édite, 1923, et par Charles Dulin qui la même année, mit en scène à l'atelier Voulez-vous jouer avec moi ? Marcel Achard était lancé. Sa fantaisie et son humour ne manquaient pas de poésie. Il fut l'auteur entre autres de Celui qui vivait sa mort, 1923, Malbro S'. En Vatés en guerre, 1924, Jean de la Lune, 1929, monté par Louis Jouvet, Pétrus, 1933, Noix de coco, 1935, avec Rému dans le rôle de Lulu, Auprès de ma blonde, 1946, INTER Professeur et TPARI vont N Printemps et Pierre Freinet Savez-vous planter les choux ? 1947, Patate, 1958, Turlututu, 1962. Ces comédies légères se ressemblent toutes plus ou moins, car ces personnages sans épaisseur glissent pour ainsi dire dans la vie où les pires souffrances finissent par se délayer dans le rêve qui les console. Il peint volontiers les timides, les innocents, les naïfs, les lunatiques, les maris trompés et bien d'autres personnages qui naviguent entre le rêve et la réalité. Ces dialogues étincelants sont remarquables par leur professionnalisme et l'efficacité des réparties. Il séduit autant par les situations sentimentales qu'il noue que par son anticonformisme. À part quelques pièces, ce théâtre populaire risque cependant de vieillir rapidement. Il publia aussi un recueil de poèmes, La Muse pérégrine, 1924, et composa des pièces musicales, la Polka des Lampions par exemple, tout en collaborant à de nombreux films. Il fut élu à l'Académie française en 1959. Marcel Achard mourut à Paris le 4 septembre 1974. Pour en savoir plus. Desbourdet, pris sur le vif, Paris, plomb 1957J. Lauré, Marcel Achard ou 50 ans de ma vie parisienne, Paris, France Empire, 1977p. Vecchiali, l'Encyclopédie. Cinéastes français des années 1930 et leur œuvre, De Vol, édition de l'Œil 2010. Andradi, 1877 à 1919. Ici habita et chanta le grand poète lyrique hongrois André Ady 1877 à 1919. Fervent admirateur de la Franciparie est planté dans mon cœur.
Hady érigé par le comité franco-hongrois en 1956. 7 rue Casimir de la Vigne, 6e. André Hady naquit à Eax-Herminszent, Hongrie, le 22 novembre 1877, d'une famille de la petite noblesse calviniste dont la piété le marqua pour la vie. En 1899, il devint journaliste à Nagyvárad, aujourd'hui Oradea-Mar. Le milieu intellectuel dans lequel il évoluait alors exerça une influence certaine sur sa vocation poétique. En 1904, il eut l'occasion de visiter Paris en compagnie de Madame Adèle Brühl, qu'il désigna sous le nom de la Léda dans ses poèmes. Il y revint plusieurs fois avant la Première Guerre mondiale. Très sollicité, il écrivit de nombreux articles dans la presse de Budapest. Avec la publication de son 3e recueil Poèmes nouveaux 1906, suivi de Sang et or 1907, Sur le char d'Élie 1908, et À la tête des morts 1918, il accéda à la célébrité. Dès sa fondation en 1908, Hady devint l'un des principaux collaborateurs de la revue Niuga. Malade et en butte à la jalousie de ses confrères, il passa ses dernières années dans des luttes épuisantes. À sa mort le 27 janvier 1919 à Budapest, le gouvernement Károlyi lui accorda des funérailles nationales. André Hady représente un tournant essentiel qui le situe au départ de la poésie moderne en Hongrie. Ce révolutionnaire de cœur fut aussi un homme de contraste, à la fois socialiste et individualiste, amant passionné et infidèle, prophète convaincu et rongé de doutes. Dans un même élan, il renouvela la poésie amoureuse, religieuse et patriotique. On comprend dès lors que cet écrivain multiple, adulé des uns, haï des autres, demeura longtemps un signe de contradiction, et ce ne fut qu'après bien des années de passion que la critique lui attribua finalement une place de choix aux côtés de Pétofi et de Joseph. Ce grand poète de dimension internationale mériterait d'être mieux connu en France, d'autant qu'il doit beaucoup à Baudelaire et aux symbolistes français. Pour en savoir plus. Arobin, poème d'Andraddy, Paris, Le Seuil, 1951. Géronet, Andraddy suivi d'un choix de poèmes, Budapest, Paris, Segers, 1967. Akaratsu, Le symbolisme en Hongrie, Paris, Puf, 1969. Monseigneur Denis Auguste Affre, 1793 à 1848. 4 rue du FBG Saint-Antoine, 12e. L'une des plus nobles figures du XIXe siècle, Denis Auguste Affre, plus communément connu sous le nom de Monseigneur Affre, né à Saint-Rome-de-Tarn le 27 septembre 1793 dans une famille de magistrats. Très jeune encore, il entre au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Particulièrement studieux, il est envoyé au séminaire de Nantes comme professeur de philosophie. Il reçoit l'ordination en 1818. Attaché à la congrégation de Saint-Sulpice, il interrompt bientôt ses cours en raison de son épuisement et se retire en province. Il revient à Paris quelque temps plus tard et fonde, avec M. de Laurenti, la France chrétienne. Du diocèse de Luçon où il est nommé grand vicaire, il passe à celui d'Amiens et y laisse une empreinte durable de son passage. Les autorités ecclésiastiques le réclament de nouveau à Paris. Sa nomination comme coadjuteur de l'évêque de Strasbourg est ajournée pour des raisons politiques. En 1839, il devient archevêque de Paris et sacré le 6 août 1840. Il entreprend immédiatement une série de grands travaux. Il compose un plan d'études ecclésiastiques, fonde l'école des Carmes ainsi qu'une commission pour l'approbation des ouvrages et des auteurs qui le solliciteraient, tout en soutenant des œuvres caritatives. Lorsque la Révolution éclate en 1848, il est persuadé de pouvoir l'arrêter. Ayant convaincu le général Cavaignac, il franchit la barricade du faubourg Saint-Antoine avec M. Albert et Pesselier afin de négocier avec les insurgés. Atteint d'un coup de feu malgré la trêve, il meurt le 27 juin 1848. Il est enterré dans la cathédrale de Paris, et son cœur déposé à l'église des Carmes. Remarquable écrivain, il laisse une dizaine d'ouvrages dont on retient encore. Traité de l'administration temporelle des paroisses, 1827 et 1835, Traité des biens ecclésiastiques, 1837, Introduction philosophique à l'étude du christianisme. C'est en raison de ses qualités humaines et intellectuelles que Paris a tenu à honorer ce prélat en apposant une plaque commémorant son sacrifice. Pour en savoir plus. R. Limousin Lamotte et Gilles Flon,
Monseigneur Affre, archevêque de Paris, 1793 à 1848, Paris-Vrin, 1971. Alphonse Allais, 1854 à 1905. 24 rue d'Amsterdam 9e. Né à Honfleur le 20 octobre 1854, il fut contraint de faire des études de chimie à Paris pour faire plaisir à son pharmacien de père. Dans la capitale, il se laissa happer par le journalisme et fréquenta plutôt que les bancs de la faculté, les hydropathes, les hirsutes et les fumistes qui le menèrent tout naturellement au cabaret du Chat Noir et chez Rodolphe Sally, directeur de l'établissement et de la revue du même nom. Allais s'occupa d'abord du bruitage du spectacle d'ombres chinoises, dont on régalait les clients de l'établissement. Il s'essaya ensuite au monologue et ce fut le succès. Il fut condamné dès lors à rédiger de nombreux papiers pour différentes revues, l'actualité lui fournissant la matière de ses facéties hebdomadaires. Pressé par le temps, il avait recours aux artifices habituels, délayage burlesque, post-scriptum insolite, petite correspondance personnelle. Il pastichait aussi, entre autres, le redoutable critique Francisque Sarcey du très sérieux quotidien Le Temps. À l'époque où Jules Verne prévoyait avec une étonnante précision les inventions du XXe siècle, Allais, avec un humour très britannique, proposait des solutions loufoques à tous les problèmes, rendre la Loire carrossable, supprimer les océans, s'éclairer avec des verres luisants, etc. Avec l'aide de son ami et complice Albert Capron, il s'adonnait aux canulars les plus énormes à la grande joie du public. Alphonse Allais mourut à Paris le 28 octobre 1905. Ce jour-là, Jules Renard notait dans son journal « Pauvre Allais, c'était un grand écrivain ». Pour en savoir plus. Ayakovsky, Alphonse Allais, Le tueur à gags, Paris, les 4 jeudis 1955. J.P. Lacroix, Allais France. La drôle de vie d'Alphonse Allais, Paris, Cando, 1978. André-Marie Ampère, 1775 à 1836. Rue Pierre Brossolette, 5e. André-Marie Ampère par Pierre-Alexandre Morlon, Médaillon. Ce grand physicien français naquit le 20 janvier 1775 à Polémieux-en-Mont-d'Or, près de Lyon. Tout jeune encore, il s'intéressa aux mathématiques, à la botanique, à la poésie et à la musique. En 1801, il fut nommé professeur de physique à Bourg-en-Bresse. Il profita de ses loisirs pour composer ses considérations sur la théorie mathématique du jeu, intéressante application de la théorie des probabilités. Ce travail lui valut une nomination au Collège de Lyon. Plus tard, en 1805, il obtint à Paris une place de répétiteur d'analyse mathématique à l'École polytechnique. Installé désormais dans la capitale, il fit une brillante carrière dans l'enseignement supérieur. Devenu en 1808 inspecteur général de l'université, il accepta une chaire de mécanique à l'École polytechnique en 1809. Il fut élu à l'Académie des sciences en 1814, et à partir de 1824, il enseigna au Collège de France, tout en donnant des cours de philosophie à la Faculté des Lettres. Esprit curieux et toujours en éveil, il s'intéressa aussi à la chimie. Ainsi, dans une lettre à Berthollet, 1814, distinguait-il déjà l'atome des molécules. Toutefois, c'est en physique qu'il réalisa ses plus importantes découvertes. Ayant assisté à l'Académie des sciences en 1820, à la reconstitution par François Arago de l'expérience d'Ørsted, déviation de l'aiguille aimantée par le passage d'un courant électrique, il arriva en quelques jours à formuler la théorie. L'année suivante, il émit l'hypothèse que les molécules des corps sont l'objet de courants particuliers. Il se montrait ainsi le précurseur de la théorie électronique de la matière. Toutes ces découvertes, il les exposa dans un mémoire qu'il intitula « Sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques, uniquement déduite de l'expérience » 1827. Il créa même le vocabulaire de l'électricité, en particulier les mots de courant, alors que l'on disait conflit et de tension. Il inventa aussi un certain nombre d'appareils, notamment le galvanomètre, le premier télégraphe électrique et avec F. Arago, l'électroaimant. En 1832 enfin, il demanda à Hippolyte Pixii de construire selon ses plans, la première machine magnétoélectrique. 29 bis rue Monge 5e. André-Marie Ampère mourut le 10 juin 1836 à Marseille, à moitié oublié de ses contemporains. Pour en savoir plus.
50 Delauna, Le Grand Ampère, Paris, Perrin 1925. Monsieur Lewandowski, André-Marie Ampère. La science et la foi, Paris, Grasset 1936. Gérard Borvon, Histoire de l'électricité de l'ambre à l'électron, Paris, Vuibert 2009. André-Antoine, 1858 à 1943. 37 rue André-Antoine 18e. Modeste employé à la Compagnie du Gaz, André-Antoine, né à Limoges le 31 janvier 1858, se prit de passion pour les planches. Sans grands moyens financiers, il ouvrit le Théâtre Libre à Montmartre le 31 mai 1887 à 1896, dont il abandonna cependant la direction en 1894 en raison de l'accumulation des dettes, plus de 10 000 fr. Il dirigea ensuite le Théâtre Antoine, 1896 à 1906, et enfin l'Odéon, 1906 à 1914. 10 rue André-Antoine 18e. Au cours de sa brève mais brillante carrière, le Théâtre Libre monta 124 pièces. À Antoine donna leur première chance à des auteurs devenus célèbres tels Jules Vidal, La Cocarde, Arthur Bill, Un préfet, Poël Alexis, Mademoiselle Pomme, Eugène Brieux, Jean Julien, François de Curel ou Georges Courteline. Par ailleurs, il eut le mérite de faire connaître à la France des dramaturges étrangers, notamment Henrik Ibsen, Le Canard sauvage, Léon Tolstoï, Les puissances des ténèbres, Gerhard Hauptmann, Les Tisserands, qui contribuèrent à détourner le public d'un certain réalisme grossier à la mode vers un réalisme plus sain. Et au lieu de pièces artificielles, comme celles d'Eugène Scribe et de Victorien Sardou en particulier, il s'efforça d'offrir aux spectateurs des tranches de vie et introduisit la comédie rosse qui peint les hommes sous de grinçants aspects. 28 rue Henri Robert Ier. Sur la scène même, Antoine demanda aux acteurs de parler avec naturel et de ne pas hésiter à tourner le dos au public si cela se révélait nécessaire. Il portait aussi une grande attention au décor, et voulait qu'ils fussent l'exacte reproduction de la réalité. Ces efforts toutefois n'entraînèrent pas le succès, et le public se lassa bientôt de ces pièces qui se bornaient à lui présenter la vie quotidienne sous son apparence la plus banale et la plus terne, ou dans la brutalité des situations extrêmes. Malgré ce demi-échec, on ne peut nier qu'il y eut des conséquences heureuses. Les spectateurs se déshabituèrent du conventionnel et du factice au théâtre. Ils prirent goût à la vérité dans la mise en scène et au jeu naturel des acteurs. Les dramaturges, de leur côté, durent tenir compte de ce changement psychologique et scénique du théâtre. André-Antoine mourut le 19 octobre 1943 au Pouliguen, en pleine guerre, oublié depuis de longues années. 37 rue André-Antoine 18e. Pour en savoir plus. F. Prunet, aux sources de la dramaturgie moderne, Le Théâtre Libre d'Antoine, Paris, Les Lettres modernes 1957. F. Prunet, Les luttes d'Antoine. Au Théâtre Libre, Paris, Minard 1964. J.B. Sanders, André-Antoine, directeur de l'Odéon, Paris, Lettres modernes 1978. J.P. Sarrazac et P. Marceroux, Antoine, L'invention de la mise en scène, Actes Sud, 1999. Guillaume Apollinaire, 1881-1918. 202 BLD Saint-Germain 7e. De son vrai nom Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzki, Guillaume Apollinaire naquit à Rome le 26 août 1880. Il était le fils naturel d'un officier italien et d'Angelica de Kostrowitzki, fille d'un noble polonais, camérier du pape. Guillaume poursuivit des études irrégulières dans les lycées de Cannes puis de Nice. En 1899, après un bref séjour en Belgique, il s'établit à Paris. Il ne trouva dans la capitale que de très modestes emplois, quand on lui proposa un tutorat en Rhénanie, ce qui lui donna l'occasion d'effectuer de nombreux voyages à travers l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, 1901 à 1902, qui marquèrent sa poésie. De retour à Paris, il fit paraître ses premières œuvres dans diverses revues littéraires, la Revue Blanche, La Plume, et lança aussi son propre mensuel, Le Festin d'Ésope, 1903 à 1904. Il se lia d'amitié avec Alfred Jarry, André Salmon et Eugène Montfort. Vers la fin de l'année, il fit paraître un premier ouvrage, L'Enchanteur pourrissant 1904. Pas plus le premier périodique que le second, la revue immoraliste, devenue Les Lettres modernes dès son deuxième et dernier numéro, n'apporta le succès escompté. Guillaume Apollinaire,
Pont Mirabeau 16e. En 1908, il s'éprit d'une jeune artiste, Marie Laurencin, qui l'introduisit dans le monde de l'art moderne. Les amours et les nouvelles amitiés du poète l'amenèrent à la critique d'art. Dans ses articles, il exalta les jeunes peintres Henri Matisse, Guys van Donderen, Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain, Maurice de Vlaminck, et un peu plus tard, le douanier Henri Rousseau. La poésie, toutefois, n'était pas loin. En mai 1909 parut La chanson du mal-aimé, une des œuvres majeures d'Apollinaire. Tout en continuant sa vie de journaliste, il publia entre autres un recueil de contes intitulé L'Hérésiaque et compagnie, suivi d'une fantaisie poétique, Le bestiaire ou cortège d'Orphée. Il ne négligeait pas pour autant de noter ses réflexions sur l'art contemporain, les peintres cubistes, méditation esthétique. En 1913 parut Alcool qui apportait un souffle nouveau à la poésie française, en l'acheminant aux frontières de l'illimité et de l'avenir. La même année, il se rallia au bruyant mouvement futuriste lancé en Italie par Filippo Tommaso Marinetti. Apollinaire composa aussi des poèmes de conversation et des idéogrammes lyriques qu'il rassembla par la suite, sous le titre de Calligramme, 1918. À la mémoire de Guillaume Apollinaire par Picasso, modèle Doramar, Square Laurent Prache 6e. Au moment de la déclaration de la guerre 1914 à 1918, le poète s'engagea dans l'armée française. Quelques mois plus tard, 1916, il était blessé à la tête au cours d'un engagement. Rétabli, on le détacha auprès les bureaux de l'armée. Au Mercure de France, il fit paraître une mince plaquette de verre, Vitam impendere amori avec 8 dessins de Rouvert puis un drame surréaliste, Les mamelles de Tirésias 1917. En janvier 1918, il contracta une congestion pulmonaire qui le retint plusieurs mois à l'hôpital. Remis, il épousa Jacqueline Kolb en mai. L'été le retrouva en Bretagne où il entreprit la rédaction d'un roman et acheva le dernier acte d'un livret d'opéra suggéré par Serge de Diaghilev, Éric Satie et Henri de Fosse. Atteint de la grippe espagnole, il mourut à Paris le 9 novembre 1918. L'année suivante, sa mère et son frère décédaient également. Et avec eux disparaissaient les derniers Kostrovitsky. Pour honorer Apollinaire, la ville de Paris avait fait commande d'un portrait du poète à Pablo Picasso. Faute de pouvoir se mettre d'accord avec le sculpteur, celui-ci de guerre lasse finit par offrir à la ville le buste de sa maîtresse qui se trouvait dans son atelier. C'est pourquoi se dresse aujourd'hui au milieu du square Laurent Prache, 6e, une petite colonne surmontée de la tête de Doramar par Picasso. Pour en savoir plus. J. Hartwig Apollinaire, Paris, Mercure de France, 1972. Monsieur de Caudin et autres, Guillaume Apollinaire 14. Retour aux sources, Paris, Les Lettres modernes 1978. 50 Campa, Guillaume Apollinaire, Paris Gallimard 2013. Honoré de Balzac, 1799 à 1850. 17 rue Visconti 6e. Honoré de Balzac est né à Tours, le 20 mai 1799, d'une famille bourgeoise de 4 enfants dont le père était administrateur d'hospice. De 1807 à 1813, Honoré est pensionnaire chez les oratoriens de Vendôme. La nomination de son père à Paris l'amène à fréquenter 2 institutions de la capitale. Il fait son droit, suit des cours à la Sorbonne et s'intéresse à la philosophie. Jusqu'en 1819, il est clerc d'avoué chez un notaire. Il s'engage alors dans la voie littéraire. De 1821 à 1825, il publie ou est divers pseudonymes des romans qui n'ont aucun succès. Découragé, il achète une imprimerie, 17 rue Visconti, et se lance dans l'édition. Il échoue et reste endetté sa vie durant. Par besoin autant que par vocation, il revient à la littérature, 1829, et en 20 ans il s'impose un labeur acharné qui aboutit à la monumentale Comédie humaine. Seules quelques amitiés féminines lui apportent un certain réconfort. Madame de Berny lui procure une aide matérielle et morale pendant une dizaine d'années, Madame Zulma Caro, la marquise de Castries, la comtesse Visconti et surtout Madame Anska, 1802 à 1882, riche polonaise avec laquelle il entretient une correspondance pendant plus de 17 ans et qu'il finit par épouser en 1850 en Pologne. Balzac meurt d'épuisement quelques mois plus tard, 18 août 1850, juste au moment où le mariage le délivrait du fardeau de ses dettes.
Balzac par David d'Angers, Cimetière du Père-Lachaise 20e. La comédie humaine, œuvre maîtresse de Balzac, comporte une quinzaine de romans et forme un vaste tableau de la société française, de la fin du Premier Empire au gouvernement de Juillet. Sont représentés tous les milieux et toutes les professions. Le romancier y peint non seulement l'amour mais les passions diverses qui peuvent engendrer une tyrannie, jalousie, avarice, ambition, ainsi que l'exagération des sentiments les plus légitimes, par exemple l'amour paternel ou l'amour de la vie. Balzac par Auguste Rodin, place Pablo Picasso 14e. Face 23 bis rue Balzac 8e. Maison de Balzac, 47 rue Renoir 16e. On reconnaît deux qualités au romancier. Son imagination, encore que ses intrigues soient le plus souvent fondées sur des faits divers de l'époque, et son sens des réalités qui l'empêche de tomber dans l'invraisemblance. Ses ouvrages sont, avec ses 2000 personnages qu'il fait réapparaître d'un roman à l'autre, un précieux recueil sur la société de son temps et sur l'éternelle humanité. Pour en savoir plus. G. de Zélicourt, Le monde de la comédie humaine, Paris, Segers, 1979. P. Cypriot, Balzac sans masque. Splendeur et misère des passions, Paris, Lafon, 1992. R. Pierrot, Honoré de Balzac, Paris, Fayard, 1994. Jules A. Barbet d'Aurevillly, 1808 à 1889. 25 rue Rousselet 7e. Né dans une vieille famille du Cotentin à Saint-Sauveur-le-Vicomte le 2 novembre 1808, c'est de Valognes où il passe ses années d'adolescence que datent ses premiers souvenirs d'amour et de nature. Il est ensuite placé au collège Stanislas à Paris, en vue d'y achever ses études supérieures. Il se lie alors avec Maurice de Guérin, 1810 à 1839. De retour en Normandie, il fait connaissance à Caen de Trébutien, libraire et homme de lettres qui restera toute sa vie son ami et confident. En 1833, il s'installe à Paris avec l'ambition de se faire remarquer. Il mène alors une vie de dandy, porte de SVTMENTS excentrique et collectionne les aventures amoureuses. Dans cette société, il rencontre bien des types qui trouveront place dans ses romans. Trébutien publie à Caen les premières œuvres de son ami, L'amour impossible, La bague d'Hannibal. Ayant épuisé la plus grande partie de sa fortune, Barbet d'Aurevilly se lance dans le journalisme où il traite de tout. Politique, mode, littérature. Sous l'influence de R. Brucker et de Madame de Bouglon, qu'il surnomme son ange blanc, il quitte le libéralisme qu'il prenait pour un catholicisme militant et fait paraître Les Prophètes du passé, 1851, suivi de Vilny ou Une vieille maîtresse. Cette dernière œuvre rapproche, d'une manière jugée choquante à l'époque, catholicisme et sensualité. L'Ensorcelé, 1854, forme une série de récits qui prennent pour thème la chouannerie et où il confirme son goût pour l'étrange et le satanique. En tant que journaliste, il attaque avec vigueur les hommes de lettres en place, Victor Hugo, Charles-Augustin Sainte-Beuve, Émile Zola, Victor Cousin. En revanche, il défend Honoré de Balzac et Charles Baudelaire. Sous le titre des Bas Bleus, 1877, il combat les femmes écrivains. Il reprend un peu plus tard l'ensemble de ses critiques et les publie en 7 volumes sous le titre Les œuvres et les hommes. En 1864 paraissent 2 romans à succès, Le Chevalier des Touches, une suite sur la chouannerie, et Un prêtre marié s'inspirant de faits authentiques. Enrichi par des héritages plus que par la vente de ses ouvrages, il jouit d'une grande réputation littéraire et se voit bientôt entouré de disciples tels que Léon Bloy ou Joseph Péladan et accepte comme compagne l'austère Louise Reed qui lui est toute dévouée. Les Diaboliques, son œuvre la plus populaire, commencée en 1850, paraît en 1874. Ce sont 6 nouvelles qui ont toutes pour point de départ un fait réel, mais rédigées dans un style rutilant. Il en est de même pour une page d'histoire qui rapporte les amours incestueuses entre un homme et sa sœur. Ce connétable des lettres, comme l'avaient surnommé ses contemporains, a gardé le panache du grand seigneur, la combativité et l'intransigeance à l'égard de ses traditions ancestrales. J. Barbet d'Aurevilly est mort à Paris le 23 avril 1889. Pour en savoir plus. P. Berthier, Barbet d'Aurevilly et l'imagination, Genève, Drose, 1971-1978. C. Beauchamp de Campaner, Barbet d'Aurevilly, Paris, Librairie Séguier, 1989.
La Bastille, 1370 à 1789. La Bastille, de l'ancien provençal Bastida, était la pièce maîtresse de l'enceinte de Charles V, 1370 à 1382, à l'est de Paris. Commencée par Étienne Marcel, agrandie par Hugues Ambriot, la forteresse fut achevée en 1382. Édifiée en forme de grand quadrilatère de 66 par 30 mètres, elle possédait en outre 4 puis 8 tours de 23 mètres de haut dont chacune avait un nom. La Bastille fermait la rue Saint-Antoine. Donnant des signes de faiblesse, elle fut reconstruite au siècle suivant. L'entrée du bâtiment se trouvait au sud. Henri II, 1519 à 1559, fit ajouter des bastions et on y éleva un corps de logis. L'histoire retient encore que la grande mademoiselle, cousine de Louis XIV, fit tirer le canon du haut des tours de la forteresse contre les troupes royales pour protéger la reine Raïte de Céondé fuyant Paris. 5 rue Saint-Antoine 4e. 3 place de la Bastille 4e. 3 place de la Bastille 4e. N'ayant plus d'usage militaire, la Bastille devint prison d'État sous Louis XIII. On pouvait y enfermer 42 prisonniers, logés séparément mais fort bien traités car on n'y internait que des personnes distinguées. Voici à titre d'exemple, le nom de quelques illustres prisonniers. Nicolas Fouquet, la marquise de Brinvilliers, Voltaire, le marquis de Sade. Les détenus étaient enfermés sur lettres de cachet. Il s'agissait généralement de gens de qualité endettés, ou qui avaient déplu au roi par leurs écrits. C'est en cela que la Bastille demeurait le symbole de l'arbitraire royal. Vestige des fondations de la Bastille Tour de la Liberté, découvert en 1899 et transporté sur cet emplacement, Square Galy 4e. Bastille Vestige, métro Bastille Dire. Bobigny 4e. La prison investie par les émeutiers le 14 juillet 1789 n'abritait plus que 7 détenus. 4 faussaires transportés dans un autre lieu de détention, 2 malades mentaux et un jeune noble débauché. Il faut rappeler que le gouverneur de la Bastille et plusieurs gardes trouvèrent la moureté au cours des échauds fourrés, qui y précédèrent la prise de la Bastille. Les révolutionnaires croyaient trouver un dépôt d'armes mais furent déçus, car il n'y en avait plus. Dès l'année suivante, 1790, on démolit la vieille forteresse. Les pierres servirent à la construction du péon du Carrousel. Les plus petites, sculptées en forme de Bastille, devaient être envoyées à tous les chefs-lieux des départements en guise de symbole de liberté. Aujourd'hui, on peut encore voir quelques blocs de pierre, vestiges d'une ancienne tour, dans le square Henri Galy 4e et dans le métro Bastille. La chute de la prison d'État fut saluée, après coup, comme la victoire de l'insurrection populaire sur l'arbitraire royal. C'est pourquoi la Troisième République choisit cette journée comme fête nationale. En remplacement du vieux bâtiment détruit, les autorités voulurent élever un monument, un éléphant géant. Victor Hugo le décrit dans Les Misérables. Édifié en bois et plâtre, en attendant de le voir couler en bronze, il devient le refuge de pauvres airs et de rats. On le démolit quelques années plus tard, et le monument ne vit jamais le jour. À la suite de l'insurrection des Parisiens contre les ordonnances impopulaires de Charles X, en 1830, les victimes furent enterrées sous la place de la Bastille et l'on éleva sur leur tombe une colonne de bronze de 50 mètres de haut surmontée du génie de la liberté. Le nom des martyrs est gravé le long du fût. À l'occasion des fêtes, des drapeaux tricolores flottent au sommet de la colonne, dite de Juillet. Il y a quelques années encore, on pouvait monter dans la colonne et admirer Paris du haut de celle-ci, mais devant la recrudescence des suicides, les autorités préférèrent interdire l'ascension du monument. Pour en savoir plus. F. Font Brentano, Légende et archives de la Bastille, Paris, Hachette, 1948. J. Godechaux, 14 juillet 1789. La prise de la Bastille, Paris, Gallimard, 1965. J.C. Petit-Fils, La vie quotidienne à la Bastille du Moyen-Âge à la Révolution, Paris, Hachette, 1975. Charles Baudelaire, 1821-1867. 1 rue du Dôme 16e. Né à Paris le 9 avril 1821, Charles Baudelaire voit son père mourir en 1827 et souffre du remariage de sa mère, l'année suivante, avec le général Opic. Très jeune encore, il montre des dispositions pour la poésie que sa famille réprouve. Pour lui changer les idées,
On l'envoie en voyage en Orient, 1841-1842, sans succès d'ailleurs. Majeur à son retour en France, il entre en possession de l'héritage de son père, ce qui lui permet de se consacrer entièrement à la littérature et à dépenser immodérément. Il rencontre Honoré de Balzac, Gérard de Nerval et Théophile Gautier dont il admire la poésie. Comme il collabore souvent à la presse en donnant des poèmes, il commence à se faire un nom dans le domaine littéraire. Toutefois, ses libéralités excessives font qu'il est bientôt pourvu d'un conseil judiciaire imposé par sa famille. Il ne pardonnera cette humiliation à sa mère qu'à la mort du général Opic. Sa liaison avec Jeanne Duval, une métisse, est considérée comme une provocation par la société bien pensante, d'autant qu'il ne s'en cache pas. Il publie des textes dans Le Messager, Le Monde littéraire, Le Tintamarre, et commence à traduire, en 1851, les œuvres d'Edgar Allan Poe. La publication des Fleurs du Mal, 1857, lui vaut un procès retentissant, une condamnation à une forte amende et la suppression de 6 poèmes jugés scandaleux. Il faudra des années de procédure pour que justice lui soit rendue. Néanmoins, Charles Baudelaire poursuit sa carrière littéraire en faisant paraître, entre autres, Les Paradis artificiels, Le Spleen de Paris, Curiosités esthétiques. 17 rue Hautefeuille, 6e. Ici Charles Baudelaire, Jean Sibelius, Richard Wagner, Oscar Wilde ont honoré Paris de leur séjour, 19 quai Voltaire 6e. 22 quai de Béthune 4e. Toujours poursuivi par des soucis d'argent, il consent à donner des causeries. C'est à Bruxelles où il était venu prononcer, sans franc succès, des conférences, au printemps 1864, qu'il est pris d'une attaque de paralysie sans doute due aux excès dont il était coutumier. Ramené en France au début juillet 1866, il meurt à Paris le 31 août 1867. Il avait 46 ans. Charles Baudelaire par P.F. Massot Jardin du Luxembourg 6e. Pour en savoir plus. G. Poulet, La poésie éclatée. Baudelaire. Rimbaud, Paris, PUF, 1980. 50 Bersani, Baudelaire et Freud, Paris, édition du Seuil, 1981. A.M. Amiot, Baudelaire et l'Illuminisme, Paris, Nizet, 1982. Alphonse Bodin, 1811 à 1851. Alphonse Bodin, statue fondue, AV. Ledru-Rollin et rue Traversière, 12e. Né à Nantua dans l'Ain le 23 octobre 1811, J.B. Alphonse Victor Bodin étudie d'abord la médecine à Lyon, puis au Val-de-Grâce à Paris. Reçu docteur en médecine militaire le 21 mars 1837, il sert en Afrique comme aide-major au bataillon des Zouaves. Lassé, il démissionne au bout de 2 ans pour se livrer à la pratique civile. S'intéressant alors à la politique, il brigue un siège au Parlement et il est élu en mai 1849 député de l'Ain. Membre de l'Assemblée législative, il siège parmi les représentants de la montagne, ce qui témoigne de ses idées avancées. Soulignons à ce propos, que depuis plusieurs années déjà, il était affilié aux francs-maçons, 1842. Après le coup d'État de Napoléon III le 2 décembre 1851, Bodin cessait à la résistance, sinon à la réconciliation. Mêlé aux échauffourées, il est tué sur une barricade dressée au coin de la rue Sainte-Marguerite, aujourd'hui rue de la Forge-Royale, et la rue du Faubourg Saint-Antoine, le 3 décembre 1851. Il avait lancé ce mot fameux, peut-être apocryphe, « Vous allez voir citoyen comme on meurt pour 25 francs », rémunération journalière d'un député à l'époque. Son nom a servi de cri de ralliement aux républicains sous le Second Empire. En tant que médecin, il a publié un travail intéressant sur la dotientérite, inflammation des intestins, sa thèse de 1837. Ses cendres ont été déposées au Panthéon en 1889. Place Alphonse Bodin 12e. Alphonse Bodin par Aimé Millet, cimetière du Père-Lachaise 20e. Alphonse Bodin par Aimé Millet, cimetière du Père-Lachaise 20e. Une statue d'Alphonse Bodin par Léo Dumont a été érigée en 1901 non loin de la barricade sur laquelle a été tué le député. Le monument s'élevait au croisement de l'avenue Ledru-Rollin et de la rue Traversière. La statue a été retirée et fondue en 1942, durant l'occupation nazie. À la suite d'un appel lancé par Mediapart, Madame Sandrine Mastier,
vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Paris PS, soutint un projet pour la reconstruction de la statue. Devant cette maison est tombé glorieusement Jean-Baptiste Alphonse Victor Baudin, représentant du peuple pour le département de l'Ain, tué le 3 décembre 1851 en défendant la loi et la République. Délibération du Conseil municipal de Paris du 14 mai 1878. Décret du Président de la République du 25 mars 1879, 151 rue du FBG Saint-Antoine 11e. Pour en savoir plus. À Garrigou, Mourir pour des idées, Paris, Les Belles Lettres, 2010. Gilles Hermina, à Léon, Alphonse Baudin, représentant du peuple, PARIS, Hachette, 1868, réimprimé. Henri Becquerel, 1852 à 1908. Henri Becquerel, Paris 1852. Le Croisic 1908, appartient à une famille de physiciens français. Son grand-père et son père s'étaient déjà fait remarquer pour leurs découvertes dont la piézoélectricité, la pile impolarisable à deux liquides, les propriétés magnétiques des minéraux et les phénomènes de luminescence. Jardin des plantes 5e. D'abord ingénieur des ponts et chaussées, Henri Becquerel occupe ensuite la chaire de physique au Muséum d'histoire naturelle. C'est en étudiant les sels d'uranium dans son laboratoire qu'il découvre accidentellement la radioactivité, 1896, ce qui lui vaut le prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie en 1903. Il mourrait 5 ans plus tard. Jardin des plantes 5e. Les découvertes des époux Curie, par leur importance et leur application dans le monde médical, ainsi que les 2 guerres mondiales ont fini par estomper les découvertes fondamentales de Becquerel. Joachim du Bellay, 1522 à 1560. 11 impasse Chartière 5e. Joachim du Bellay naquit à Liré, petit bourg près d'Angers. Vers 1545, il étudia le droit à Poitiers où l'on prétend qu'il fit la connaissance de Pierre de Ronsard. À partir de 1547 et pendant 5 ans au moins, ils suivirent avec d'autres jeunes gens les cours d'un humaniste célèbre à l'époque, Jean Dorat, principal d'un petit collège parisien situé sur la montagne Sainte-Geneviève, le collège de Coqueret. Par ses commentaires et ses rapprochements avec le français, ce maître leur donna le goût des poètes grecs et latins en leur faisant partager son enthousiasme pour la littérature antique. L'enseignement de Dorat amena cette jeunesse à concevoir un grand projet. D'accord avec ses amis, du Bellay rédige en 1549 un manifeste qui s'intitule Défense et illustration de la langue françoise, œuvre fondamentale pour le français. Dorat et ses disciples prirent alors conscience que la poésie n'était plus un jeu de l'esprit, mais que le poète était en réalité investi d'une double mission: servir la cause de la beauté et faire briller le génie français. Après avoir pris le nom belliqueux de Brigade, la petite société préféra s'appeler la Pléiade, nom qui lui resta. Le cercle comptait alors 7 membres: Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard, Lazare de Baïf, Rémy Bello, Étienne Jodel, Pontus de Thiard et Jean Dorat lui-même. Mais il fallait vivre. Angle rue Chanoinès et Massillon, 4e. Malgré la surdité contractée dans sa jeunesse, Joachim suivit son cousin le cardinal Jean du Bellay à Rome pour lui servir de secrétaire. D'abord enchanté d'être en Italie et de retrouver tant de souvenirs de l'Antiquité, il se lassa bientôt de la foule des solliciteurs, des créanciers ainsi que de l'arrogance des seigneurs italiens, de l'immoralité du milieu romain et de ses intrigues. Il se consola en publiant 2 recueils. Les Antiquités et les Regrets, prenant pour thème la grandeur de la Rome ancienne dans le premier et dans le second, la nostalgie du pays natal. De retour en France en 1557, il resta quelques années encore au service de son cousin puis le quitta d'une façon définitive. Sans ressources et privé de protecteurs, il se débattit durant ces dernières années dans de pénibles difficultés matérielles qu'aggravèrent encore la maladie et la tristesse. Il mourut le 1er janvier 1560. Pour en savoir plus. F. Boyer, Joachim du Bellay, Paris Segers, 1958. Monsieur de Guy, Le tombeau de du Bellay, Paris Gallimard, 1973. G. Godofre, Du Bellay et le Sacré, Paris Gallimard, 1978. Paul Belmondo, 1898 à 1982. 4 rue Victor Considérant, 14e. Paul Belmondo
est né à Alger le 8 août 1898. Sa carrière se dessine au lendemain de la Première Guerre mondiale alors qu'il achève ses études d'architecture à l'École des Beaux-Arts d'Alger. À la suite de sa démobilisation, il obtient une bourse de voyage qui se termine à Paris. Entré à l'École des Beaux-Arts, il est d'abord l'élève de Jean Boucher puis celui de Despiau qui devient bientôt son ami. Despiau lui transmet la tradition de Rodin, son maître. Depuis ce moment, Belmondo pratique intensément le dessin et cherche à recueillir le plus de lumière possible dans ses œuvres, aussi bien dans ses bustes que dans ses hauts ouvrages monumentaux. Très jeune encore, il expose au Salon des artistes français, puis au Salon des Tuileries et à celui d'Automne et obtient, le prix Blumenthal en 1928. Parmi les œuvres où s'exprime un tempérament méditerranéen avec tout ce que cette origine comporte de soucis d'ordre, d'harmonie et de clarté, on doit citer à part ses nombreux bustes, un grand bas-relief en pierre décorant la façade du foyer civique de la ville d'Alger, un haut-relief pour la façade du théâtre du Palais de Chaillot, une copie de la danse de J.B. Carpeaux dont l'original se trouve maintenant à l'intérieur de l'Opéra de Paris, Marguerite d'Anjou destinée à la ville d'Angers. Des œuvres de Belmondo figurent aussi au Musée d'Art moderne de Paris, au Musée d'Albi, à celui d'Alger, au Maroc et bien d'autres encore. Paul Belmondo est décédé à Paris le 1er janvier 1982. Un musée est consacré à son œuvre au château Buchillot à Boulogne-Billancourt. Pour en savoir plus. J. Dutour, Paul Belmondo, Paris, Le Chêne 1984. Ouvrage collectif, La sculpture sereine, Paris, Somogyi 2001. Henri Bergson, 1859 à 1941. 47 BLD Beau Séjour 16e. Né à Paris le 18 octobre 1859, la vie d'Henri Bergson se confond avec l'évolution de sa pensée. Il présente en 1889 une thèse de doctorat dont le titre évocateur, Essai sur les données immédiates de la conscience, le place d'emblée parmi les grands penseurs de la France contemporaine. Il est d'abord nommé maître de conférences à l'École normale supérieure en 1897, ensuite professeur au Collège de France où il occupe, entre 1900 et 1914, une chaire de grec puis de philosophie. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1928, pour 1927. Son essai sur les données immédiates de la conscience est à l'origine d'une œuvre immense qui pose les problèmes de la liberté, de l'insertion de l'esprit dans la matière, Matière et mémoire, 1896, la signification du comique, le rire 1900 qu'il définit comme du mécanique plaqué sur du vivant, de la nature de la vie, évolution créatrice, 1907, de la relativité, durée et simultanéité, 1922, de l'origine de la morale et de la religion, les deux sources de la morale et de la religion, 1932. En 1919 déjà, le philosophe avait réuni dans l'énergie spirituelle essais et conférences tendant à justifier sa thèse sur l'indépendance de la conscience par rapport au corps. Plus tard, en 1934, dans La pensée et le mouvant, il rassemble les textes qui illustrent le mieux l'idée qu'il se fait de la métaphysique. Entre autres ouvrages, il publie un peu plus tard Lettres au père Sertillange, 1937, philosophe néo-thomiste, progressiste et réaliste, et à la mémoire de Charles Péguy, 1939. La philosophie bergsonienne a puissamment contribué à l'évolution de la pensée et de la littérature de la première moitié du XXe siècle. Ainsi, on ne saurait expliquer Charles Péguy ou Marcel Proust sans l'influence directe ou indirecte de Bergson. Cette influence se justifie principalement par la réaction du philosophe au moment où le temps concret allait devenir l'une des sources essentielles du renouvellement de la poésie et du roman. Henri Bergson meurt le 4 janvier 1941 à Paris. Pour en savoir plus. G. Deleuze, Le bergsonisme Paris, PUF 1966. G. Bretonneau, Création et valeurs esthétiques chez Bergson, Paris, CDUSEDES 1975. Monsieur Cariou, Bergson et le fait mystique, Paris Aubier-Montaigne 1976. Hector Berlioz, 1803-1869. Hector Berlioz y fit exécuter pour la première fois la symphonie fantastique, 1830, Lélio, 1832, Harold en Italie, 1834, Roméo et Juliette, 1839, devant le tout Paris romantique. 11 décembre 2003. As.
Énléage Berlioz, 2 rue du Conservatoire, 9e. Né le 11 décembre 1803 à la Côte-Saint-André, Isère, où son père était médecin, Hector Berlioz, presque autodidacte, compose à 16 ans un quintet pour flûte et un quatuor. Ses parents l'envoient à Paris pour faire des études de médecine, selon les vœux de son père, mais il fréquente davantage les salles de concert et l'opéra que l'amphithéâtre. Il voue alors un culte à Gluck. En 1823, il compose une messe qu'il donne 2 ans plus tard, à ses frais, à l'église Saint-Roch. À ce moment aussi, il découvre Karl Maria von Weber et s'inscrit au conservatoire, malgré l'opposition de ses parents. Il a pour maître J.F. Le Sueur et Aréchat. Peu après, il est subjugué par les pièces de Shakespeare et tombe amoureux de l'actrice irlandaise Harriet Smithson qui interprétait les rôles de Juliette et d'Ophélie. Il reçoit un choc à l'audition du Faust de Goethe. Après plusieurs essais, il obtient en 1830 le premier Grand Prix de Rome et compose sa fameuse symphonie fantastique dont l'audition inaugurale a lieu le 5 décembre 1830. 4 rue de Calais, 9e. 10 rue Saint-Vincent, 18e. Hector Berlioz par Godski. Cimetière de Montmartre, 18e. Parti pour l'Italie en 1831, il ne s'y plaît guère. Il a hâte de retrouver Paris. Pourtant, il s'arrête à Nice et compose l'ouverture du Roi Lear et de Rob Roy. Après un nouveau séjour à Rome où il écrit l'Élio ou le Retour à la vie, le voilà de nouveau parisien. Il fait exécuter la symphonie fantastique sous la direction d'Habeneck et épouse Harriet Smithson en 1833. Le succès s'affirme avec Roméo et Juliette que Wagner applaudit. En 1840, il dirige personnellement sa symphonie funèbre et triomphale composée en l'honneur du 10e anniversaire des Trois Glorieuses, la Révolution de 1830. En revanche, sa vie familiale se désagrège. C'est ensuite l'ère brillante des grands concerts européens, en Belgique et en Allemagne d'abord, puis, en 1846, il triomphe à Budapest et à Prague. Malgré cela, il se débat dans de graves difficultés financières. C'est pourquoi, en 1847, il repart pour une série de concerts à Saint-Pétersbourg et à Moscou où il remporte un grand succès. En 1854, Harriet Smithson meurt après de longues années de maladie et de paralysie. Veuf, Berlioz épouse Marie Rechaud, médiocre cantatrice qu'il connaissait depuis 1841. Hector Berlioz par Allenoir, Square Berlioz, 9e. La première exécution de l'Enfance du Christ, 1854, et le Te Deum donné l'année suivante à l'église Saint-Eustache, 1855, lui ouvre enfin les portes de l'Institut de France où il est élu l'année suivante. Il se tourne une fois encore vers l'opéra. En 1859, il termine Les Troyens et 3 ans plus tard Béatrice et Bénédicte dont la première a lieu l'année même à Baden-Baden, alors que Les Troyens ne seront portés à la scène qu'en 1863. Dans l'intervalle, le musicien perd sa compagne et son fils Louis meurt de la fièvre jaune à La Havane. En proie à la tristesse, au découragement et à la solitude, Berlioz démissionne du journal des débats où il tenait la rubrique musicale depuis de longues années. Malgré sa santé chancelante, il accepte d'effectuer une nouvelle tournée en Russie. Malade à la fin de l'année 1868, il décède à Paris le 8 mars 1869. Pour en savoir plus. S. de Marque, Hector Berlioz, Paris Segers 1969. Monsieur Blavant Hector Berlioz, Visage d'un masque Lyon Le Jardin de Dolly 1981. Descairnes Berlioz Paris Belfond 1991. Claude Bernard, 1813 à 1878. Collège de France 5e. Ce grand physiologiste français est né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien, Rhône, dans une famille modeste. Il travaille comme préparateur dans une pharmacie de Lyon avant d'entreprendre des études médicales. Il a la bonne fortune de servir de préparateur à François Magendie qui en SEIG naît alors au Collège de France, 1841. 2 ans plus tard, il est docteur en médecine. Sa notoriété s'étend et en 1854, il est élu à l'Académie des sciences. La même année, on crée pour lui une chaire de physiologie expérimentale en Sorbonne. En 1855, il remplace Magendie au Collège de France comme professeur de médecine expérimentale. Quelques années plus tard, 1868,
Il enseigne la physiologie comparée au Muséum et succède à Flourens à l'Académie française. Voulant honorer ce grand savant, le gouvernement lui offre un siège de sénateur à vie en 1869. Il meurt à Paris le 10 février 1878. 40 rue des Écoles, 5e. La médecine s'est grandement enrichie par les recherches de Claude Bernard. On lui doit par exemple la découverte phénomènes chimiques de la digestion et en particulier le rôle du pancréas dans l'assimilation des corps gras. Ces travaux le conduisent à détecter le rôle glycogénique du foie et par là même la pathologie du diabète sucré. Il démontre aussi l'existence de centres nerveux indépendants du grand centre cérébrospinal. À côté de nombreux mémoires, Leçons sur les propriétés des tissus vivants, 1866, Leçons sur les anesthésiques et l'asphyxie, 1875. Il publie un livre capital, Introduction à la médecine expérimentale, 1865, qui définit les principes fondamentaux de toute démarche scientifique. Claude Bernard par Ercouvengne. Collège de France, 5e. Pour en savoir plus. P. Mauriac, Claude Bernard, Paris, Grasset 1954. J. Schiller, Claude Bernard et les problèmes scientifiques de son temps, Paris, Édition du Cèdre, 1967. Colloque Claude Bernard, Paris, 29 juin au 2 juillet 1965. Tome 1, Philosophie et méthodologie scientifique de Claude Bernard. Tome 2, Les concepts de Claude Bernard sur le milieu intérieur, Paris, Masson, 1967. Émile Bernard, 1868 à 1941. 12 rue Cortot, 18e. 15 quai de Bourbon, 4e. Peintre et écrivain, Émile-Henri Bernard est né le 28 avril 1868 à Lille. Il étudie les rudiments de son art chez Cormon, 1884 à 1885, où il se lie à Henri de Toulouse-Lautrec puis à Vincent van Gogh qui fréquentait le même atelier. Esprit cultivé, religieux, ennemi de l'académisme, il se rend à Pont-Aven, 1886, où il rencontre Paul Gauguin. Alors que ce dernier appliquait encore les leçons de Camille Pissarro, Émile Bernard avait déjà achevé 2 tableaux dans un style novateur. Dans ses écrits, l'artiste revendique la paternité du cloisonnisme et du symbolisme, alors que certains historiens d'art, à tort, inclinaient pour un travail commun à Pont-Aven de Bernard et de Gauguin qui aurait abouti à une théorie picturale nouvelle. Il n'est que de comparer les œuvres de l'un et de l'autre entre 1886 et 1892, pour en être persuadé. Cette conception établit une peinture sans profondeur, aux formes schématiques proches du japonisme, aux couleurs pures, l'abandon des empâtements et la juxtaposition des tons. Bretonne dans la prairie, 1888. De 1893 à 1904, il visite l'Italie, la Turquie, l'Égypte et l'Espagne, faisant des séjours plus ou moins longs dans chacune de ces contrées. Il prend alors les peintres de la Renaissance italienne pour modèle, mais en les adaptant à l'époque moderne, Delacroix restant son maître incontesté. Il se heurte très vite aux résistances du marché et à la critique. Pour défendre son art, il fonde une revue, La Rénovation esthétique, 1905 à 1910, mais il semble que ses écrits théoriques n'ont pas toujours convaincu ses contemporains. En revanche, sa correspondance constitue un témoignage primordial sur l'art et les artistes de l'époque. Émile Bernard meurt à Paris le 16 avril 1941, presque oublié. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît la prééminence du peintre dans l'art français. Émile Bernard, autoportrait. Pour en savoir plus. Au Meyerson, autour des années 1890, en suédois, Stockholm, 1952. Il existe aussi une édition anglaise de cet ouvrage. J.J. Luty, Émile Bernard, l'initiateur, Paris, édition Caractère, 1974. N. McWilliam et autres, Émile Bernard, Les lettres d'un artiste, Dijon, Les presses du réel, 2012. J.J. Luty et A. Israël, Émile Bernard, Sa vie, son œuvre, Catalogue raisonné, Paris, édition des catalogues raisonnés, 2014. Tristan Bernard, 1866 à 1947. 43 rue Charles Floquet, 7e. Tristan Bernard, de son vrai prénom Paul, a traversé le siècle par ses maximes ironiques et ses définitions spirituelles de mots croisés. Il est né à Besançon le 7 septembre 1866. Industriel puis avocat,
Il fait ses débuts dans les lettres en 1891 quand il dirige une feuille humoristique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.